Bonjour. Bravo d'être là un samedi matin aussi tôt. Merci. Eh bien, on va aller rêver ailleurs ce matin avec nos 3 ethnologues, Barbara Glovzewski, Florence Brunoy-Passina et Pascal Diby qui sera le modérateur de cet échange. Barbara. Ah bah c'est pas bon.
Bonjour. Voilà, je pense que c'était pas mal de continuer vos rêves peut-être de cette nuit, mais les réinscrire dans les univers qui vont vous être proposés en partage. Celui de Florence Brunois-Passina, qui a été chez les Papous. On en parlera plus précisément dans une seconde. Et celui de Barbara Klojewski, qui, elle, travaille avec les aborigènes d'Australie. Là aussi, on va essayer de partir dans ces sociétés à rêves et d'essayer de comprendre comment ces rêves, parce que finalement, même si c'est des photos de botanistes, de botanistes et d'anthropologues, la bande-son était très importante aussi dans ton propos. Et je crois que c'est ça qui habite nos inconscients. Ce n'est pas uniquement les images, c'est aussi les sons. Alors, je donne la parole à Florence et puis on va laisser se dérouler nos pensées et nos rêveries. Merci beaucoup Pascal, merci à Condorcet de me recevoir. Je suis très heureuse, d'autant que je suis de la région, habitant Rouen. Comme vous avez pu constater à travers ce diaporama, effectivement, qui associe le visuel au sonore, les images sont floues pour nombreuses d'entre elles, car là où je vous emmène, c'est-à-dire dans la forêt tropicale, dans la jungle en Nouvelle-Guinée, le sens du visuel n'est pas le sens prioritaire pour évoluer et appréhender le monde. Et vous l'avez remarqué, ce monde n'est pas seulement habité par une multitude d'êtres, il fourmille d'êtres. Et chaque être a son rythme d'existence. Certains sont plus rapides, d'autres plus lents. Alors pourquoi j'ai insisté et j'ai préservé des images floues? C'est pour vous évoquer justement le rêve, dans la mesure où ce monde où habitent les Kassois se double d'une autre réalité qui est celui des esprits. Mais ce monde ne constitue pas un monde séparé du monde des êtres humains, mais un monde qui est en coextension, d'une part, et qui est habité par des humains qui ressemblent tout à fait, avec les mêmes mœurs, les mêmes rituels, aux Kassois eux-mêmes. La particularité de leur univers, que j'assimile à un cosmos forestier, et vous allez vite comprendre pourquoi ce terme, c'est qu'en fait, les deux ne sont pas séparés. Leurs frontières ne sont pas étanches. Les esprits ont la capacité d'intervenir dans ce monde que l'on pourrait qualifier de phénoménal, la forêt, comme tout naturaliste pourrait le voir, hein, je veux dire avec des arbres, des plantes, des insectes. En fait, il y a une dimension virtuelle, dans la mesure où quand les esprits de la forêt interviennent dans ce monde des humains, donc phénoménal, ils apparaissent sous la forme des animaux, habitent les cascades ou les grands arbres. Bon, tous les arbres sont grands, mais particulièrement dans cette région, les arbres aux racines beaucoup plus ancrées dans la terre, dans la mesure où, avec la saison des pluies, il y a très facilement des chablis qui se constituent, surtout qu'à la suite de cette saison des pluies, il y a un vent cyclonique annuel qui vient faire une sorte de nettoyage qui est absolument terrifiant, et on ne peut plus marcher en forêt. Et donc ces arbres où habitent les esprits sont généralement, bien sûr, les arbres qui tiennent, qui résistent au climat indéterminé. Enfin, je veux dire, même si chaque saison cela revient. Donc en fait, le fait que les esprits interviennent dans le monde des hommes, donc a priori ce que nous qualifierons de visuel, ça rend le monde trouble. Hein. Il faut s'imaginer dans ce contexte qu'un Kassois, ou une Kassois, bien sûr, qui évolue en forêt, et l'ethnologue y compris, ne peut se contenter de regarder pour savoir qui est là, qui est en face de soi, dans la mesure où un chant d'oiseau peut être le chant d'un esprit, dans la mesure où si on chasse
un animal, on n'est pas sûr que cet animal soit vraiment un animal, ou juste un animal, pourrait-on dire. Mais en fait, il s'avère qu'il s'agit d'un esprit. Et dans ces cas-là, il y aura automatiquement des représailles, dans la mesure où la relation qui lie les humains, enfin l'humanité qu'elle soit, à l'humanité des esprits, est fondée sur la réciprocité de vie et de mort. Alors, sachant qu'il y a plusieurs types d'esprits, il y a les esprits maîtres du gibier, il y a les esprits des morts, qui interviennent assez peu dans le monde des Kassois. Ils viennent taquiner, ils viennent vous voler, mais ils ne sont pas omniprésents comme les esprits du gibier. Et enfin, il y a les esprits de la fertilité qui, eux, sont plus terrifiants dans la mesure où ils touchent l'ensemble de l'humanité. Et si celle-ci déroge aux règles que pose la cosmogonie, l'humanité peut être anéantie, la Terre se renverse, il y a des inondations terribles. Parce qu'en fait, le Créateur a établi entre tous les êtres de cette forêt une chaîne trophique où au départ nous avons le ver de terre, ce que l'on redécouvre aujourd'hui, bien sûr, dans nos sociétés avec la permaculture, etc. Parce que le ver de terre est absolument le fondateur, on pourrait dire, de la jungle, vu qu'il est hétérotrophe, et il met de l'air et il nourrit les arbres. Donc en second, il y a les arbres, dont les fruits sont mangés par les animaux qui sont frugivores à plus de 90%. Les hommes mangent les animaux, mais les hommes ne sont pas au bout de la chaîne trophique. La cosmogonie pose un autre chaînon, enfin d'autres prédateurs plus hauts que l'humanité, qui est celle, bien sûr, des esprits. Donc, il détrône l'humanité de son pouvoir omnipotent sur l'espace forestier. Alors, cette relation de réciprocité, cette forêt trouble, cette ambivalence que nourrit la cosmogonie kassois, est fondamentale dans la mesure où il n'y a pas que les esprits qui interviennent dans le monde des hommes. Les hommes peuvent intervenir dans le monde des esprits, et ce, par le biais du rêve nocturne, ou, pour reprendre Bachelard, la rêverie éveillée. Mais, à la différence des êtres d'exception, c'est-à-dire des chamans, ou ce qu'on appelle les cerveaux du rêve, qui se distinguent, enfin, d'un point de vue anthropologique, du reste de la Nouvelle-Guinée, et c'est pour ça qu'on les appelle les médiums, dans la mesure où il y a deux mouvements possibles, c'est-à-dire que le chaman peut aller, enfin, son double peut aller dans le monde invisible, il peut même se marier et avoir des enfants avec un esprit de la forêt, mais il peut être aussi possédé par les esprits au cours des séances. Et en fait, il en va de même des humains au cours de leurs rêves, sauf qu'à la différence de ces êtres d'exception, les êtres humains ne contrôlent pas leurs rêves. Or, au cours de ces rêves, qui est une petite mort, l'esprit, enfin le double de l'homme, va se métamorphoser dans le monde des esprits, et à l'image d'ailleurs de l'humanité spirituelle, sous la forme d'animaux qui ont tous la même condition. C'est pour ça que leur grande catégorie, alors qu'il n'y a pas de classification chez les Kassois, mais au moins il y a cette méta-catégorie qui s'appelle le gibier, qui est donc d'être chassé, tué et mangé. L'homme participant donc de cette catégorie, dans la mesure où lui-même peut être tué, chassé, mangé par les esprits. Donc les rêves sont une opportunité extraordinaire pour les Kassois d'aller dans le monde des esprits, mais aussi un danger extraordinaire dans la mesure où si, au cours de ces péripéties, dans le monde invisible, il se fait tirer, chasser, donc par un esprit, le rêveur ne se réveillera plus. Son double va être tué, et pour le coup, l'homme ou la femme qu'elle soit va décéder.
Donc c'est vraiment une activité périlleuse qui explique que les cassois dorment jamais à point fermé, qu'ils parlent excessivement pendant la nuit. Donc c'est des petits rêves, et on reparle, et on rêve, et on parle, on rêve. Mais cette donne explique que l'éducation des enfants cassois est fondée sur l'apprentissage très tôt de l'éthologie animale et végétale. J'étends le terme éthologie aussi au monde végétal, dans la mesure où on tend à ce que l'enfant s'identifie le plus vite possible au cours de sa croissance, enfin en fait au premier mot qu'il prononce, vers ces êtres, afin que cette attention au quotidien dans ce monde forestier, qui passe donc, comme je vous le disais, essentiellement par l'écoute, l'odorat et le toucher, et non le visuel, afin que cette identification ait un impact sur la métamorphose au cours des rêves. C'est-à-dire que, par exemple, la mère va inciter son enfant, s'il rencontre par hasard en marchant en forêt un animal reconnu pour son habileté, pour sa rapidité, pour sa ruse, la mère va tendre l'enfant à s'identifier pleinement à cet animal en espérant que, au cours des rêves, l'enfant se métamorphosera en cet animal et sera donc beaucoup plus rusé pour éviter les représailles ou la chasse des esprits de la forêt. Ce qui fait qu'en fait, l'être humain, chez les cassois, s'identifie davantage aux existants qui l'entourent qu'à l'humanité. Et ça, c'est un phénomène assez extraordinaire et qui se joue dès la petite enfance. Donc, on lui apprend à être attentif, c'est ce qu'appelle Gibson, attentif, une culture de l'attention des êtres qui participent au monde phénoménal, mais aussi à être attentif à leurs rêves, dans la mesure où le rêve est une opportunité pour les cassois de prendre le point de vue de l'animal sur le monde. C'est-à-dire, lorsqu'il va s'incarner dans un paradisier ou dans un cochon, il va avoir cette opportunité extraordinaire de pouvoir ressentir l'intentionnalité des animaux qu'il va habiter durant son rêve. Et cet apprentissage nocturne, onirique, va avoir un impact actif, interactif avec le quotidien, dans la mesure où ça va enrichir les connaissances des cassois sur le monde qu'ils habitent. Donc on voit que le rêve est bien sûr une extension du monde des connaissances, du monde de la forêt. Il peut être aussi un monde dangereux, un univers dangereux, mais qui a un impact considérable. Et cet impact n'est pas que d'ordre écologique ou éthologique, ou relevant que du seul savoir écologique de cette tribu. Il a aussi un impact politique. On l'a vu, les relations qui relient les hommes aux existants de leur forêt est fondée sur la réciprocité de vie et de mort. Et donc, tout à chacun doit assumer la responsabilité qui lui incombe de ne pas mettre l'autre en péril, de ne pas mettre la destinée de son clan en péril, de ne pas mettre la destinée de la tribu en péril, ni celle des existants. Donc, il s'agit bien d'une écoute onirique qui va vraiment impacter le politique des humains, qui ne peut se dissocier, en l'occurrence, des existants. Donc, c'est, pour reprendre... j'ai oublié. Il s'agit d'une politique avec un Y, c'est-à-dire que c'est une politique interspécifique qui se joue. La scène sociale des cassois ne se limitant pas à la scène humaine.
hein. On ne peut pas comprendre cette société si on reste avec ce cadre traditionnellement anthropologique qui se limitait à étudier les humains. Pour comprendre cette partie, enfin, les Kassois, il faut l'élargir. Alors, ce qui implique que la narration, qu'elle soit onirique ou en monde éveillé, est également interspécifique. C'est-à-dire que les esprits peuvent dire, les existants peuvent dire, et on l'a entendu, ils parlent beaucoup. Hein. Les Kassois n'ont pas un terme qui distingue la langue du chant des oiseaux ou des sons émis par les animaux, etc. Donc il n'y a pas une rupture d'ordre ontologique entre les êtres. Et donc tout à chacun de ce milieu forestier peut raconter ce qu'il a à dire, s'il a observé une rupture, s'il a observé un non-respect de l'autre, c'est-à-dire par exemple une chasse abusive ou couper un arbre pour rien, ou faire du mal à un arbre pour rien. Et de toute manière, il y aura des représailles immédiates, hein, même vis-à-vis des végétaux. Et donc cette narration, qui est interspécifique, se fonde sur le système relationnel très complexe que vit cette société, qui ne se dissocie pas du monde forestier. Alors, quand je dis d'ordre politique, c'est que si on revient à l'organisation sociétale, on va dire, interspécifique, il est très intéressant de noter que l'inceste chez les Kassois ne se comprend pas traditionnellement seulement par les liens matrimoniaux, mais par le fait que l'on grandisse sur un même territoire. Donc chaque clan a son propre territoire. C'est une société égalitaire, hein, excusez-moi, je ne vous ai pas précisé. Une société égalitaire, semi-nomade, d'horticulteurs, de cueilleurs et de chasseurs. Dans la mesure où, alors, chaque territoire, vu qu'on est sur un territoire qui s'étend sur 2000 mètres de dénivellation, chaque territoire dispose dans son enceinte des biomes d'eau douce, des biotopes et des habitats qui accueillent donc des animaux, des plantes et des esprits spécifiques au territoire. Donc en fait, l'inceste chez les Kassois, et c'est là où on voit déjà l'engagement politique que représente cette dualité où le rêve intervient constamment, se fonde sur le fait essentiel que, par exemple, deux jeunes, une jeune fille et un garçon, si, même malgré qu'ils relèvent de deux clans différents et qui pourraient se marier ensemble, s'ils ont grandi sur ce même territoire, s'ils se sont nourris de ces mêmes relations, ils n'ont pas le droit de se marier, de s'épouser. Donc, en fait, la territorialité chez les Kassois est fondamentale pour comprendre cette organisation sociale, mais aussi parce qu'à chaque territorialité, il y a des relations à des esprits distincts qui ont des prénoms, comme les êtres humains, et donc qui va permettre cette territorialisation, une politique qu'on pourrait dire terrestre, pour reprendre les termes de Barbara, dans la mesure où ce qui s'échange entre les humains relève des territoires claniques respectifs. Et ce ne sont pas les mêmes items que l'on échange. Ce ne sont pas les mêmes gibiers, ce ne sont pas les mêmes relations avec les esprits, et ce qui se concrétise également durant les cérémonies. Alors, le rêve agit d'ailleurs, l'expression, enfin, c'est même pas une expression, c'est que les Kassois ont une explication, enfin simple du rêve, c'est les esprits existent, donc nous rêvons. Ou nous rêvons, les esprits existent. Pour le coup, enfin, cette phrase qui révèle une telle évidence explique aussi l'échec, et ça c'est aussi une dimension politique. Je vais finir tout de même sur les dimensions vraiment politiques, mais qui s'assimilent à l'écologique. Enfin, je veux dire, l'un et l'autre sont indissociables, vu qu'on ne parle pas simplement d'êtres humains, on parle d'insectes, de plantes, d'animaux et d'esprits. C'est que les missionnaires ont échoué dans leur conversion
totalisante, même si elle était elle-même totalitaire, dans la mesure où ils ont négligé de convertir le rêve, de s'approprier le rêve et d'en donner un sens chrétien. Donc, en fait, malgré la missionnarisation, malgré la sédentarisation à laquelle les Cassois étaient invités, ce qui va de fait, malgré les autodafés, les Cassois continuaient de rêver. Donc, les Cassois continuant de rêver, les esprits de la forêt continuaient d'exister. Sauf qu'ils étaient tus de peur des menaces que ordonnait la missionnarisation. Alors, là va intervenir la modernité. Bon, déjà, la missionnarisation était moderne, enfin, introduit la modernité, mais elle va ouvrir la voie dans la mesure où son discours sera tout ce qui atterrit sur votre territoire est envoyé de Dieu, recevez-les, les bras ouverts, etc., etc. Donc, les premiers arrivants sont les exploitants forestiers, bien évidemment, que les Cassois vont accueillir. Et d'ailleurs, ils vont signer une concession de plus de 100 ans, ne sachant pas écrire ni écrire, ne parlant même pas l'anglais, ni encore à l'époque le pidgin, d'une croix, persuadés qu'ils allaient obtenir tous les biens de l'homme blanc, assimilé donc au christianisme, et ne pensant pas une seconde, ne pouvant se projeter sur ce qui allait arriver, c'est-à-dire vraiment la coupe blanche. Et la coupe blanche, ils vont la découvrir 8 ans plus tard, dans le sud du territoire, et qui va provoquer, bien évidemment, des bouleversements écologiques considérables. Bon, déjà la destruction des arbres, de tout arbre, c'est-à-dire que la coupe blanche, on n'enlève pas simplement, enfin, on coupe pas seulement les arbres sélectionnés, les bulldozers rentrent et ils coupent tout. Et le problème étant que dans la jungle, s'il n'y a pas suffisamment de taux d'humidité qui est à 120%, la capacité du végétal à reprendre pied est difficile. Donc ça s'assèche, la terre devient rouge sang. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent, la terre, elle saigne. Et il y a les plantes invasives, comme les lianes, qui viennent étouffer de toute manière toute possibilité aux êtres arborescents de prendre place. Et c'est dans ce cadre où jusque-là, quand même, les esprits étaient assez silencieux. Ils restaient en forêt, ils étaient en forêt, mais comme les Cassois étaient sédentaires, on ne les entendait pas trop. Où les esprits, et donc à travers les rêves, vont réintervenir dans l'univers cassois, ce qui va impliquer déjà l'expulsion des missionnaires, mais aussi des attaques contre les exploitants forestiers, et ce, par le biais des esprits. Ce sont les esprits eux-mêmes qui décident de résister et vont attaquer les bulldozers, vont mettre le feu dans les bois coupés par les exploitants forestiers, etc. Et cette résurgence va continuer à se concrétiser et beaucoup plus fortement parce que suite à cette exploitation forestière sévère, on va dire radicale, on va observer une migration des animaux qui ont cette qualité extraordinaire d'être zoophores, c'est-à-dire de transporter avec eux les graines des arbres, dont le cassoir, bien évidemment. Et les animaux vont migrer, et du sud vont migrer vers le nord, ce qui va complètement bouleverser l'organisation sociale des cassois, dans la mesure où jusque-là, leur savoir-faire éthologique, c'est-à-dire fondé sur le comportement et l'interaction entre les hommes et les animaux, vont être bouleversés dans la mesure où des nouveaux animaux vont intégrer leur territoire. Donc là, il y a vraiment un bouleversement considérable qui va vraiment faire peur aux Cassois dans la mesure où leur savoir devenait archéologique, c'est-à-dire qu'ils n'étaient plus à jour, ne connaissant plus les animaux qui étaient sur leur territoire.
Donc de là, on crée une réserve qui délimitait l'ensemble du territoire des Cassois pour les préserver de toute exploitation forestière qui progressait. Mais en plus, cela n'a pas suffi aux Cassois. Ils ont décidé de mettre carrément leur territoire clanique sous cloche pour en fait développer ce que nous, les scientifiques éthologues organisent, c'est-à-dire une sorte d'habituation, c'est-à-dire que les animaux revivent avec l'homme sans avoir peur de l'homme. Et vous avez remarqué à travers ces images, les hommes, à l'image des autres animaux, se fondent dans le paysage. Les chants, toute activité humaine est accompagnée de chants à l'image des chants des oiseaux. Donc ils ne veulent pas affirmer une supériorité, ils veulent vraiment se fondre dans ce paysage écologique politique qu'est la forêt. Oui, c'est fini. Je vais m'arrêter. Par contre, finalement, donc il y a eu un couac extraordinaire en 2016, où donc après que les esprits aient repris place, etc., et résistance et alliance avec les hommes pour lutter contre la modernité, il y a eu un terrible tremblement de terre qui a secoué pendant 15 jours la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et spécifiquement la région où habitent les Cassois. Et ce tremblement de terre est intervenu en fin de soirée, ce qui ne permettait pas aux rêves de prendre place politique, c'est-à-dire d'annoncer aux humains que quelque chose allait arriver. Les oiseaux, les animaux ont observé un silence extraordinaire. Et pour le coup, les Cassois, donc imaginez force 7-8 pendant 15 jours, étaient complètement bouleversés. Et donc là, les Cassois ont rencontré ce qu'on qualifie d'aujourd'hui d'incertitude radicale, et qu'ils ont qualifié en leurs termes que la forêt devenait folle, les animaux devenaient fous, les esprits devenaient fous. Ils perdent des pieds terrestres dans cette forêt. Merci. Merci Florence, et vraiment, je suis extrêmement gêné de t'interrompre, mais comme vous êtes deux à être des porte-paroles, des porte-voix de société, vous avez partagé une grande partie de votre vie et de votre temps, je passe la parole à Barbara Gloszewski, qui cette fois-ci va nous parler depuis les Walpiri chez les aborigènes d'Australie, où le rêve fait loi, où le rêve est loi. Merci Pascal, merci Florence, merci à vous tous d'être là, merci à l'accueil du Cercle Condorcet. Je suis ravie, j'ai passé un super moment hier après-midi, hier soir. Alors, on va complètement changer d'univers puisqu'on va aller dans le désert. En Australie, le désert central, ce n'est pas le Sahara. C'est-à-dire que, bon, il y a des petits endroits où il peut y avoir des grandes dunes, mais sinon, en apparence, on pourrait penser qu'il y a des arbres, ils sont là, des eucalyptus, des acacias, des petits buissons, des dizaines de petites graines natives avec lesquelles les aborigènes font du pain, en s'aidant de ces relations qu'a magnifiquement expliqué Florence, parce que c'est aussi le cas en Australie, de tous ces liens qu'il y a avec tout le vivant, les animaux, les plantes, et puis aussi les pierres qui sont vivantes, les sols. Et donc, il se trouve qu'il y a des petites fourmis dans le désert central qui ramassent les graines sur des tout petits brins. Il faut faire beaucoup de distance pour réunir l'équivalent d'une petite galette, et c'est les fourmis qui le font. Ensuite, les femmes passent et ramassent les petits tas, donc pistent les fourmis pour pouvoir trouver les petits tas et les graines. Et du coup, en Australie, en tout cas pour les Walpiri, il y a un mot, wirlini, qui signifie à la fois chasse et cueillette. Et du coup, comme tu disais aussi, il y a des choses très complémentaires entre les hommes et les femmes, mais c'est pas dans une hiérarchie.
Et les femmes, on pense depuis, les aborigènes sont là depuis 60 000 ans, mais ça fait à peu près 6 000 ans que sont arrivés les dingos, les chiens sauvages d'ailleurs, de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et comme ils étaient carnivores, ils étaient en compétition avec les humains. Et c'est à ce moment-là, c'est une théorie de Annette Hamilton, qui est une anthropologue australienne, qui a dit ça il y a très longtemps, dans les années 80. Il semblerait, parce que c'est très présent dans tous les mythes australiens, que quelque chose de la spécialité entre hommes et femmes au niveau de l'économie et du rapport donc à ce qu'on mange s'est cristallisé à ce moment-là parce qu'il fallait diversifier le régime alimentaire alors qu'on était plutôt carnivore, un peu comme chez nous en Europe à l'époque des mammouths. Et donc il y a eu beaucoup plus de valorisation de la nourriture végétale et c'est plutôt les femmes qui vont donc chasser la nourriture végétale en pistant le sol. Il faut aussi savoir lire le sol qui craque pour trouver donc les rhizomes d'igname, etc. Alors, le rêve. En Walpiri, c'est Chukurman, ou rêver. Chukurpa, l'espace-temps du rêve. C'est la loi. En anglais, c'est traduit ainsi, the law, la loi. Alors pourquoi? Eh bien déjà, pour qu'il y ait une naissance, humaine ou non humaine, eh bien, il faut qu'il y ait un esprit dit Chukurpa, du rêve, Kurualpa, un esprit enfant, qui décide de s'incarner, soit dans un humain, soit dans un animal, soit dans une plante, ou bien aussi dans la pluie, dans le vent, dans les étoiles. Et comment ça se passe, ce désir de prendre forme à un moment donné? Eh bien, du point de vue des Walpiri, mais ça a été observé partout en Australie, il faut qu'il s'annonce, ou elle s'annonce, parce qu'il y a des esprits féminins, masculins, et il y a des IL, des YEL, et voilà. Et donc, c'est en rêve que cet esprit s'annonce, cet esprit enfant, ce Kurualpa, de la manière suivante. Une femme, donc, par exemple, va partir à la recherche des petites graines qui sont rassemblées par les fourmis, et elle voit un autre buisson avec des fruits de saison qui poussent là, et elle se gave de fruits et elle s'endort. Et en rêve, elle entend une petite voix qui lui dit « Ah, tu crois que tu as mangé la tomate, le solanum, là? Mais non, tu viens de me manger. Je vais naître de toi. Je me suis choisie, toi comme maman. » Ou alors, un homme va à la chasse au kangourou, tire un kangourou, donc autrefois c'était à la lance avec le propulseur, au fusil, depuis qu'ils ont des fusils avec la colonisation, enfin avec la sédentarisation, parce qu'au début on leur a pas donné des fusils pour se défendre. Hein. Et donc, tire un kangourou, le ramène au campement, et puis il y a quelqu'un qui campe avec cette famille, qui se réveille le matin, qui lui dit « Tu crois que tu as tiré un kangourou ? Ben non, tu vas avoir un enfant. C'est ton fils que tu as tiré. » Troisième cas, les gens commencent dans le campement, je sais pas, ils sont une trentaine, à se disputer. Mais vraiment, plus personne ne se contrôle. Donc voilà, les gens crient, se mettent à courir, les hommes montrent leur boomerang et leur lance. J'ai assisté à ce genre de choses jusque dans les années 90, et puis ensuite une loi de l'État a interdit aux hommes et aux femmes de porter l'extension en bois de leur corps. Hein, donc pour les hommes, les grandes lances, les boomerangs, et jusqu'à cette époque, et les femmes, leurs bâtons à fouir. Et jusqu'à cette époque-là, dans la journée, tout le monde se promenait avec ça, quoi, parce que c'est toujours utile, y compris quand on se dispute. Donc les boomerangs peuvent commencer à voler, les lances, etc. Mais bon, dès que le sang coule un petit peu, tout le monde s'arrête. Mais bon, ça peut prendre du temps. Et surtout, pour arrêter un conflit, comme il y a une parenté très très complexe d'interrelation dans laquelle je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a un tabou entre la belle-mère et le gendre. Et donc il suffit
Ils ne doivent pas se parler, ils ne doivent pas s'approcher. Et il suffit qu'une belle-mère intervienne dans un conflit, par exemple, entre deux hommes, donc vis-à-vis d'un des combattants, elle est en situation de belle-mère gendre, pour que ce soit tellement honteux que le combat s'arrête, parce que l'homme baisse la tête et s'en va. Donc, une fois que ces esprits enfants Kurualpa, qui sont donc aussi appelés des petits fripons, des tricksters, voilà, qui se jouent du désir des humains, eh bien, quand l'enfant naît, et dans le rêve c'est indiqué, il est considéré comme l'incarnation de quelque chose qui a été semé par des ancêtres de rêve avant que les humains existent. C'est-à-dire que l'ensemble de la Terre, en fait, dans les sources, dans les arbres, dans les rochers, c'est une sorte de réservoir de vie, un réservoir virtuel. Et qu'est-ce que ces ancêtres ont semé? C'était des ancêtres hybrides qui sont considérés, pour certains, qui diront « mon rêve est le kangourou », c'est les ancêtres des kangourous actuels et des humains qui disent « mon rêve est kangourou ». Ou bien les ancêtres pluie, c'est les ancêtres de ce qui permet la pluie aujourd'hui, et les humains qui disent « mon rêve est la pluie », etc. Tout ce qui est nommé dans la nature et la culture a son rêve, donc ancestral, qui est une forme hybride d'avant l'apparition des humains, des animaux et des plantes telles qu'on les voit aujourd'hui. Et donc, un enfant qui naît est l'incarnation de quelque chose que ces peuples ancestraux hybrides préhumains ont semé. Ce sont des espèces de particules virtuelles de vie, invisibles à l'œil nu, mais qui constituent la matière de la Terre, qui est la même que la matière des humains, de tout ce qui vit, et qui est aussi la matière de tous les phénomènes cosmiques et climatiques. Donc ils ont semé des kuruwari. Moi j'ai traduit ça par des images forces. Des images forces. Et ces images forces-là sont présentes partout sur le territoire, sont liées par un récit mythique que l'on interprète dans les rituels en se peignant une cartographie sur le corps des différents sites qui correspondent à une ligne donc de rêve que les anthropologues appellent totémique, mais vous voyez qu'on est bien loin de la conception courante des totems. Et donc, chaque personne, chaque homme, chaque femme est gardien dans le désert d'une section de 100 km qui est ponctuée de centaines de toponymes, des sources, des roches, des montagnes, des méandres de rivières, etc. Et du point de vue Walpiri, mais aussi de tous les aborigènes, il faut se peindre sur le corps, chanter et danser pour préserver l'équilibre assez mouvant depuis la nuit des temps pour que tout ça puisse fonctionner au bénéfice de tous les vivants. Et donc, ces êtres ancestraux, en plus de semer les kuruwari, ont plus particulièrement semé les virtualités individuelles de vie, ce qui s'annonce donc dans le rêve annonciateur de l'enfant, et c'est lié à un endroit particulier, une source, une roche. Et c'est lié de quelle manière? Eh bien, cet esprit enfant-là porte un prénom. Et le prénom, c'est la condensation d'un vers chanté. Donc, ce que les ancêtres ont semé, c'est en fait des mots qui sont la condensation de sons, de vibrations. Et bien sûr, le désert n'est pas aussi animé de sons perceptible que la forêt, qui grouille de sonorités, que parfois on a du mal à discriminer. En revanche, le désert est plein de vibrations. Hein, et donc, à l'origine de la vie, en fait, aussi bien collective, individuelle que de tout le vivant, il y a des ondes vibratoires. Et c'est ça qui est dit par cette virtualité singularisée qui va se manifester dans l'enfant. Et à la mort, cet esprit enfant-là retourne exactement au même endroit et attend de se capturer de nouveaux enfants avec son prénom
qui est cette condensation du ver de champ. Mais une personne, ce n'est pas que ça. Une personne aussi, c'est l'ensemble des images forces de son itinéraire de 100 km ou plus, qui est associé donc à ce qu'il partage, bon, dans le cas des Walpiri, par initiation, garçons ou filles, reçoivent de son groupe paternel. Sauf que, et c'est là, dans les années 70, quand il y a eu tout ce mouvement de revendication territoriale, les Walpiri ont été les premiers à gagner une revendication territoriale. Donc, étant 4000 sur un territoire de 600 km nord-sud, 300 km est-ouest. Hein, il fallait ça pour vivre. Donc, de faire des centaines de kilomètres, à peu près 600 km par an, pour se déplacer à la fois sur sa ligne et chez les voisins avec qui on est allié. Et donc, imaginez cette espèce de réseau qui déjà couvre ce territoire Walpiri, mais qui continue à travers tout le continent, parce que ça fonctionne à peu près pareil chez tous les aborigènes. Il y a plus de 300 peuples de langues différentes. Donc il y a ce réseau de centaines de lignes de chants et de récits qui s'entrecroisent. Et donc un groupe est gardien d'une série de lieux sur une ligne. Mais dans certains lieux, évidemment, il y a d'autres lignes qui sont gardées par d'autres gardiens. Donc il y a une interdépendance aussi bien entre les humains, gardiens de ces différentes lignes, c'est maximum 60 personnes, hein, une ligne. Et il y a une interdépendance pour faire société avec des dizaines de lignes différentes. À chaque génération, ça peut bouger puisque virtuellement, tout a son rêve. Donc ça dépend des espèces qui sont vivantes, qui parfois disparaissent, réapparaissent, se sont métamorphosées au cours du temps. Il y a eu par exemple en Australie des marsupiaux géants, des immenses kangourous, le rêve de l'émeu, vous savez, l'autruche australienne, eh ben, l'ancêtre donc de rêve, le peuple, c'est l'émeu géant, et les traces qui sont interprétées, donc les traces sacrées dans certains lieux, y compris dans le nord-ouest de l'Australie, quand la mer se retire, on voit des grandes flèches qui font à peu près 1 mètre de diamètre. Elles ont été identifiées par les scientifiques comme des dinosaures à plumes. Je vous passe les noms techniques. Mais pour les aborigènes qui se disent « mon rêve est émeu », leur ancêtre de rêve, ce sont les dinosaures à plumes. Et on pourrait continuer comme ça. D'accord ? Donc ils ont vraiment l'habitude de ces métamorphoses au cours du temps, et beaucoup de mythes, de ces récits, de ces lignes de rêve racontent en fait des transformations du paysage qui ne sont pas la création, l'âge d'or pour toujours, qui n'arrêtent pas de parler de transformation au cours de la longue histoire de la planète et du cosmos qu'ils ont connu, puisque le désert, autrefois, était une grande mer. Et il y avait des humains là, vous voyez, où les côtes, ils le disent dans les mythes, les 4000 îles qui entourent l'Australie aujourd'hui, sans parler de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, étaient collées au continent australien. Et les mythes racontent la séparation de ces îles avec le continent. Donc il y a cette capacité de métamorphose. Ça va. Bon. Désolée, Catherine, parce que je crois que tout va être décalé du coup, c'est ça ? Non ? On continue. Bon. Mais les questions, c'est chouette aussi. Hein. Donc, voilà. Donc, une personne, c'est à la fois cet esprit enfant de rêve, c'est à la fois les images forces de sa ligne totémique de rêve, dont il a l'obligation d'assurer l'équilibre sur ces sites-là, en chantant, en se peignant et en dansant, hommes et femmes séparés. Bon, on pourra revenir à ça tout à l'heure. Et la troisième partie de la personne, c'est Pirlirpa. Alors bon, les missionnaires, pour les Walpiri, c'est les baptistes, dans les années 50, ont massivement cherché à convertir. On traduit Pirlirpa par âme. Mais c'est très réducteur. C'était une stratégie qui consiste à prendre des concepts des langues qui sont beaucoup plus complexes pour expliquer ce que c'est que le rapport entre le matériel et le spirituel. Et que donc là, vous avez vu déjà qu'il y a une multiplicité dans la personne et qui ne la sépare pas, enfin qui n'est pas qu'une affaire humaine. Et donc évidemment, tout rêve. Hein. La matière rêve. Et les humains aussi. Mais quand on
fait l'expérience du rêve, on expérimente cet espace-temps où tout est en train de rêver. Bon. Donc, Pirlirpa, donc c'est pas vraiment l'âme au sens chrétien, c'est, disent les Walpiri, ce qui permet, littéralement dans leurs mots, d'articuler. D'articuler quoi? Articuler le langage. Quand un enfant est né avec sa langue, petit à petit, il va apprendre à parler, et articuler le corps, c'est-à-dire c'est ce qui permet de marcher. C'est intéressant parce que je pense que nous, quand on a le mot articulé en français, si ça se trouve, autrefois, on ne séparait pas non plus l'articulation de la langue et du corps. Voilà. Évidemment, il y a des gens qui peuvent, voilà, pour X raisons de handicap, ne pas pouvoir bouger le corps ou bien à l'inverse, ne pas pouvoir parler, etc. Mais voilà, idéalement, il faut articuler les deux ensemble et ça se passe dès la naissance, puisqu'on est dans la langue. Parce que la langue, que vous avez compris, avec tous ces mots qui ont été semés sur le territoire, elle est dans la terre. Et donc, d'ailleurs, aparté, pour tous les aborigènes qui ont été enlevés à leur groupe d'origine de force parce qu'ils étaient métis ou parce qu'ils ont été déportés, sédentarisés ailleurs, dans des réserves, etc., qui ne sont pas les réserves dont parle Florence pour préserver la nature, hein, c'est autre chose. C'était juste pour les empêcher de bouger. Vous avez compris à quel point c'était important de bouger. Et donc, en étant semi-nomade, parce qu'il y a un lien d'attachement extrême à un certain nombre de sources d'arbres et de rochers qui sont des sites sacrés. Eh bien, donc, dans ce processus-là, j'ai oublié ce que je voulais dire. Dans le processus. Par rapport à l'âme. La langue, oui, bon. Oui, c'est ça. Eh bien, les jeunes aujourd'hui, enfin les descendants, jeunes ou moins jeunes, dans les années 90, il y a eu tout un travail toute une commission royale qui s'est appelée la génération volée. On a reconnu, on avait en gros enlevé un enfant sur 5 à toutes les familles australiennes, donc en les coupant de leur vie et en ne leur disant parfois pas, parce qu'en 3 générations, en apparence, on est blanc. Parce que le gène du pigment chez les aborigènes disparaît très vite. Et donc, des personnes ne savaient pas qu'elles étaient aborigènes, en fait. Hein, parce qu'on a voulu effacer tout ça. Ça s'appelait la politique du blanchiment. Hein, c'est whitening policy. Et donc, il y a eu tout un mouvement dans les années 90 pour retrouver ses origines. Alors évidemment, quand c'était la première génération, le groupe d'origine était facile à trouver. Mais quand on avait été retiré à partir de 1905, il y avait 2-3 générations. Et du coup, les grands-parents pouvaient être de régions différentes. Bon, bref, il y a eu tout un mouvement comme ça de quête de ses origines. Et c'est par le rêve que justement... beaucoup de personnes qui avaient perdu, qui n'avaient pas appris leur langue, se sont mis à entendre en rêve. Quand ils sont retournés sur les lieux, la langue qui remontait du rêve. Vous voyez, c'est magnifique. Et quand les aborigènes viennent ici, je l'ai un petit peu évoqué hier sans expliquer tout ça, mais les aborigènes disent, vous pouvez faire la même chose ici. Vous nous demandez qu'est-ce que c'est que le rêve chez nous, mais ça marche pour tout le monde. D'ailleurs, les migrants irlandais, écossais, et de partout qui naissent en Australie, ils ont tous un esprit enfant du lieu où ils ont été conçus, du lieu où l'esprit enfant a capturé leurs parents pour naître. Vous voyez ? Donc, quand ces esprits enfants reviennent, ils attendent de se réincarner, et ça ne veut pas dire que la réincarnation, c'est la personne qui revit. Comme il y a les images forces collectives et qu'il y a le Pirlirpa très singulier, qui est la personne individuelle qui s'articule avec le corps et pour parler, eh bien en fait, une fois qu'on meurt, la vie qu'une personne a eue n'existe plus. Elle se disperse dans la matière, c'est-à-dire sur Terre avec l'esprit enfant qui retourne dans le lieu, elle se répand sur la ligne collective, tout ce que la personne a vécu. Et donc l'esprit enfant, quand il renaît, il peut porter un petit bout de la mémoire des vies passées. Donc une personne peut être habitée de certaines vies passées, mais
elle n'est pas, enfin, de la mémoire de l'esprit enfant. Ce n'est pas la personne en tant que telle. C'est des petites choses qui ont été vécues par la personne. Ok, c'est pas la personne. Et le Pirlirpa, lui, je dis lui, parce que pourtant ils ont traduit par âme, elle. Allez, le Pirlirpa, elle. Cette partie-là spirituelle de la personne qui permettait d'articuler le corps et le langage, eh bien, elle est emportée par les nuages de Magellan. Les nuages de Magellan, c'est une autre galaxie. Les Walpiri et tous les autres aborigènes qui voient les nuages de Magellan, il n'y a que dans l'hémisphère sud qu'on les voit. Ça a été appelé Magellan, parce que nous, on ne le voit pas dans l'hémisphère nord, parce que c'est Magellan, le navigateur, qui les a repérés en voyageant dans les mers du sud. Mais les Walpiri disent palka, le corps. C'est un terme pour dire quelque chose dont on ne peut pas dire le nom secret. Hein, donc c'est le corps. C'est un corps double. C'est très important, l'aspect double. Hein, il y a plein de motifs picturaux en double hélice comme ça. Et donc, au moment de l'agonie, idéalement quand la personne est âgée, ça pose un petit problème quand on meurt trop tôt. Mais quand on considère que la personne est au terme de sa vie, comme autrefois chez nous, on accompagne en chantant sur la ligne de rêve de la personne l'homme ou la femme qui est en train de quitter son corps. Le corps est là, couché, mourant. Et au fur et à mesure que le groupe chante, le Pirlirpa, la Pirlirpa, est aspiré par ces deux galaxies qui se présentent comme la Voie lactée, mais de façon ronde comme ça. Il y a un nuage qui est plus grand que l'autre. Et les Walpiri disent, le petit nuage se rapproche à ce moment-là. Il y a un effet d'aspiration. Et je suis allée voir, quand j'ai appris ça en 84, je suis allée voir Hubert Reeves, vous savez, l'astrophysicien, pour lui demander, voilà, qu'est-ce qu'il en pensait de cette histoire. Il a éclaté de rire en disant, mais on est en 84, c'est les seules galaxies à l'époque, parce qu'il y en a d'autres depuis qui ont été découvertes, c'est les seules galaxies qui produisent encore des étoiles. Donc, vous voyez ce qui vous attend. Tu veux que je m'arrête? On va poser des questions? Non, je veux absolument pas que tu t'arrêtes, mais tu as répondu déjà à beaucoup de questions qui se préparaient. Et on peut continuer, vous répondrez toutes les deux aux questions. Vous avez des questions? Je vois rien, donc je ne sais pas. Oui, excuse-moi. Je peux rajouter quelque chose parce que... Ah non, il y a un monsieur qui pose une question. Oui. Oui. Les rêves, c'est très très important ça aussi. On considère que quand on dort au même endroit, on va dans le même espace-temps de rêve. Et que pour comprendre les images et les sons que l'on entend, eh ben, il faut que tous ceux qui ont rêvé qui ont dormi au même endroit, partagent au réveil ce qu'ils ont vu. Et c'est un phénomène extraordinaire. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à faire ça ici, notamment depuis le confinement, quand des familles ou des collectifs comme à Notre-Dame-des-Landes, par exemple, où je vais régulièrement depuis 2018, et j'en parle, il y a tout un chapitre dans Réveiller les esprits de la Terre. C'est que quand on commence à raconter son rêve, vous savez, ça se passe aussi sur le divan chez l'analyste, on se met à rêver pour l'analyste, c'est-à-dire qu'on se souvient mieux de ses rêves. Et bien là, le fait que ce n'est pas un analyste, mais ce sont les autres dormeurs, eh bien, on dit une phrase de quelque chose dont on s'est souvenu, l'autre personne dit, et puis la troisième personne va dire « Ah, mais ça me fait penser que j'ai aussi vu ça et ça et ça ». Et quand on fait le cercle, en fait, apparaissent des choses sans interprétation au départ, mais qui viennent faire une sorte d'assemblage de sens dont on va tirer un certain nombre de décisions. Est-ce que c'est bon ou pas d'aller à la chasse? Est-ce que c'est bon ou pas de faire tel et tel rituel? Est-ce que, comme tu disais, est-ce qu'il faut se méfier? Est-ce qu'il va y avoir un orage et il va falloir se préparer? Ou est-ce qu'il faut changer de campement parce qu'il y a un feu de brousse
rose qui va tout détruire, ou est-ce qu'il faut aller faire des petits feux pour empêcher l'incendie, etc. Donc ça guide la vie quotidienne. Et la dernière chose que je veux dire là-dessus, c'est pas les Walpiri, c'est un groupe du Nord-Ouest qui s'appelle les Unambal. Par rapport à ce que tu disais pour ton expérience, eh bien en fait, la violence de la transformation coloniale, et des massacres, l'empoisonnement des trous d'eau, etc., pour ce groupe-là, c'était dans les années 30. Eh bien, dans les années 50, les anciens, désemparés par l'afflux d'objets qui venaient d'Occident, des animaux importés, les bœufs, les moutons, voilà, qui perturbaient tout, qui détruisaient les sols, les nouvelles semences, qui perturbaient aussi les plantes natives, donc le blé, etc. Ils ont décidé de ne plus avoir d'enfants. Ils ont dit, mais nos rêves sont tellement pollués de choses inutiles, parce que forcément, ils rêvaient de tous ces trucs qui arrivaient, les bateaux, puis on est dans les années 30. Et bien 20 ans plus tard, ils ont dit, ça suffit. On n'entend plus les annonces des esprits enfants. Donc on n'aura plus d'enfants. Et c'est important, donc on n'aura plus d'enfants, parce que y a des générations d'anthropologues encore aujourd'hui qui vont vous dire, avec les esprits enfants, les aborigènes, ils ne savent pas comment on fait les enfants. Ils ne savent pas que la sexualité, ça participe. C'est pas ça. Les Walpiri, tous les autres aborigènes, ils disent que ça ne suffit pas. Vous le savez que ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait du désir. Alors peut-être que ce n'est pas que le désir des parents, c'est aussi le désir de l'esprit enfant. Question. J'avais une question pour Florence Brunoy-Passina. Vous avez à plusieurs reprises employé le mot « les existants ». Est-ce que c'est votre terme d'anthropologue ou est-ce que c'est une traduction ? Merci. Non, c'est un terme éthique et pas émique. Autrement, je serais... pour respecter les Kassois, il me faudrait énumérer individuellement chacun des êtres que l'on rencontre en forêt. Car leur classification, donc leur catégorisation des êtres vivants ou spirituels est absolument superficielle, au sens biologique, taxonomique occidental. Donc chaque être porte un nom qui lui est singulier, parfois partagé par un être humain aussi, mais donc à chaque fois il faut le nommer. Donc en fait, oui, c'est un terme émique. Parce qu'on a été bombardé par les non-humains, et puis non-humain, c'est toujours référence en humain. Donc voilà, c'était essayer d'écarter cette opposition entre humain et non-humain, parce qu'à chaque fois, ça remettait l'anthropocentrisme au centre du discours. Et autrement, vous avez vu, il faut dire plantes, animaux, terres, minéraux, enfin, je veux dire... les êtres sont innombrables, mais je pourrais dire êtres terrestres. Et ce que je voulais juste rajouter par rapport à ce que tu viens sur lequel tu viens de finir, sur la constitution, la restitution des rêves, c'est quand les Kassois, mais on en avait déjà parlé bien sûr, ont laissé parler leurs rêves, et qu'on est dans une société égalitaire, effectivement, il faut qu'il y ait consensus aussi. Et là, j'ai pu assister, où on était en forêt, dans un campement, et puis il y avait un arbre au bord d'une rivière où on allait se laver, et quelqu'un, une femme âgée, revient d'une exploitation du palmier sagoutier et remarque au pied de l'arbre un peu de fécule, de sago. Bon. Et elle rentre, et en fait, le soir, elle le dit. Vous avez remarqué qu'il y avait de la fécule de sagou au pied de cet arbre, etc. Et elle demande qui est allé faire du sagou aujourd'hui. Elle interroge les femmes, elle interroge les hommes, personne. Très bien.
Après, on dort, tout le monde va dormir, etc. Et le lendemain, il y a un des Kassois qui exprime son rêve et qui dit oui, j'ai vu une jeune femme, assez âgée quand même, qui s'appelle et il donne son prénom. Bon, très bien. Le lendemain soir, une femme âgée qui était parmi nous dit j'ai vu moi aussi cette femme, mais elle était beaucoup plus âgée. Au cours de mon rêve, etc., etc. Et en fait, ça a circulé, jusque, finalement, l'ensemble des Kassois, mais ça a débordé le clan, là, pour le coup. Il fallait que ça se diffuse à l'ensemble de la tribu pour reconnaître que cet arbre était effectivement habité par une femme esprit. Et les plus anciens du clan ont dit « Ah, mais c'était la petite, vous vous souvenez avant, il y avait une petite esprit qui était là, sauf que elle a vieilli, et maintenant, c'est une femme âgée, etc. » Et ce qui rendait soudain cet espace, pas sacré, mais voilà, un lieu d'interaction avec privilégié, bien sûr, avec le monde des esprits. Et ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, la restitution du rêve permet ce consensus, cet aspect consensuel et ce partage dans la mesure où ça crée une géographie comme chez toi, quoi. Et quand on meurt, pour revenir aussi à ce que font les morts, il y a une cérémonie qui consiste à prendre le point de vue pour un performeur, de prendre le point de vue d'un oiseau, c'est-à-dire en haut de la cime, loin des humains, ce qui traduit une solitude, il est isolé dans sa cime, et va redessiner tout le parcours qu'a réalisé le mort ou la morte durant son expérience. Et si cette performance est suffisamment nourrie de détails, autrement dit, si elle apporte la vivacité à la mort, parce que la mort en forêt tropicale, c'est la vie, il n'y a pas de dissociation entre la vie et la mort, c'est pas possible, ça va trop vite. Les performeurs se font brûler par les parents qui pleurent, parce qu'ils sont émus de vivre en état d'éveil un trouble onirique qu'organisent les performeurs. Donc, ils vont se marquer une représaille et brûler les performeurs, ce qui fait des cicatrices. Et quand on les voit en forêt, on voit des hommes ou des femmes, parce que les deux peuvent le faire, avec des cicatrices. Et c'est la seule marque, j'allais dire, du temps dans le monde de la forêt. Parce que même l'archéologie, c'est pas possible, on n'a pas de datation. Enfin, on a essayé, mais on n'en a pas eu. Et donc, ça montre au reste de la société, comme les rêves, que la personne est parvenue, pendant la performance, à participer du monde des esprits en étant en état d'éveil. Ce qui est vraiment une performance et qu'on peut qualifier de perspectivisme intimiste. Juste, je peux encore rebondir ? Les histoires de cicatrices, il y a une cérémonie dite du feu, chez Walpiri et tous leurs voisins jusqu'à l'océan Indien, qui sert à régler les conflits. Et dans ces règlements de conflits, les hommes et les femmes, en deux cercles, doivent tourner, et il y a d'autres clans alliés qui leur lancent des étincelles. Et donc, plus on a de cicatrices, de brûlures, plus c'est le signe qu'on a participé au cours de sa vie à des règlements de conflits. C'est une sacrée histoire. Et la dernière chose que j'ai oublié de dire, c'est que les rêves aussi, en rêve, tous les hommes et les femmes, tu as parlé du statut des chamans, il y a des chamans en Australie aussi qui voilà, sortent de leur corps, sont dans la synchronicité, enfin bon, toutes les choses qu'on trouve chez les chamans ailleurs. Mais tout le monde peut rêver, hommes et femmes. Mais bon, c'est au fur et à mesure qu'on est plus âgé, qu'on a fait un certain nombre de rituels, on va avoir plus d'aptitude à entendre en rêve de nouveaux chants, à voir de nouvelles peintures et
de nouvelles chorégraphies. Et quand on se réveille, on restitue. Je l'ai raconté, entre autres, dans mon premier livre qui s'appelait Les rêveurs du désert. Pendant un mois, une femme n'arrêtait délirer, voyait nuit après nuit cette chorégraphie. En fait, c'était un message des ancêtres où il y avait eu un conflit dans les années 30, avant la sédentarisation forcée dans les années 50. Et donc, quand les Walpiri ont été sédentarisés, en particulier dans cette réserve à l'époque qui s'appelait Hooker Creek, qui est devenue la Jamanu, autogérée après par les aborigènes, eh bien, en fait, ce rêve était une proposition rituelle de négociation avec les voisins qui étaient propriétaire traditionnel, propriétaire c'est pas le terme, gardien traditionnel du territoire où la réserve a été construite, qui n'était pas Walpiri, c'était des Gurindji. Et donc pendant 10 ans, les Walpiri essayaient de s'enfuir, voulaient pas rester sur ce territoire parce que c'était pas le leur. Et finalement, il y a eu, grâce à ce nouveau rituel, un accord politique pour pouvoir rester là. Et les Gurindji, eux, ont été, vivaient un peu plus au nord. Mais chaque année, le problème revient et il faut à nouveau refaire des rituels pour rappeler les alliances. Merci infiniment. Est-ce qu'on a encore le temps pour une question? C'est terminé, on fait signe. Donc écoutez, merci infiniment Florence et Barbara. Je crois qu'on a envie de continuer.